Bon, maintenant qu'on a parlé des dragons de l'univers de Donjons et Dragons, on peut s'attarder sur la plus puissante d'entre eux, Tiamat. Dans ma vidéo sur les dragons de l'Antiquité, on m'a demandé pourquoi j'avais pas parlé de Tiamat. Bah, parce qu'à la base, c'est pas un dragon. Eh ben, la vidéo commence bien. Bon les gars, je vous laisse faire un petit topo sur Tiamat. Tiamat, elle remonte à très loin. Sa première apparition se fait dans le mythe de la création mésopotamien. Et à l'époque, on est très loin de la créature reptilienne. Chez les Mésopotamiens, la création se fait autour de deux entités. Apsu, personnification des eaux souterraines, et Tiamat, personnification des eaux salées. Et à cette époque, c'est exactement ce qu'est Tiamat. Une grosse flaque d'eau salée. C'est d'ailleurs son nom. Tiamat, ça vient de Tiamtum, qui signifie la mer. Bon, on va faire court, sinon ça va encore durer des heures. Le couple va engendrer les dieux, dont l'aîné Anu, dieu du ciel et de la pluie, reconnu comme étant le père de tous les dieux. En mythologie, rien de secret, vous connaissez la suite. Sauf qu'à un moment donné, Apsu, il va vouloir s'en prendre à sa progéniture. Va s'en suivre un combat où il se fera tuer par Ea, dieu des arts et de la sagesse, qu'on pourrait aussi appeler Proto-Athéna. Tiamat, qui jusque-là n'en avait pas grand-chose à faire du combat, décide de venger son mari en créant bon nombre de créatures pour traquer les divins meurtriers. On y retrouve notamment à leur tête son second époux, Kingu, qui là pour le coup a plus de chances d'être un prototype de dragon. D'ailleurs, il se fera tuer par Marduk et sa grosse massue, soit l'une des premières versions d'un dieu de la foudre contre un dragon. Marduk n'étant pas un dieu de la foudre, et Kingu pas un dragon. Après ça, Marduk ira fracasser le crâne de Tiamat et se servira de son corps pour créer la Terre. Oui, entre le début et la fin de l'histoire, elle a gagné un corps, qui est vaguement décrit comme ayant des ailes et des pattes. À ce tarif-là, ça peut aussi bien être un dragon, qu'un griffon, voire même un kiwi. L'animal, pas le fruit. Donc au final, chez les Mésopotamiens, il n'y a pas vraiment de dragon. Sauf si on compte Mouchouchou. Mon chouchou? Non, Mouchouchou. Le très indestructible Mouchouchou. Ok, celle-là, elle est pour moi. Mouchouchou, qu'on peut aussi appeler Sirush, est une créature mythologique dont le nom signifie dragon ou serpent furieux. Après, vu la gueule du truc, on est plus proche de la chimère. Et la bestiole, c'est l'animal lié à notre Marduk, sauf qu'en fait, c'est plutôt récent. Plutôt récent, on parle d'il y a 4000 ans quand même. Avant ça, c'était l'animal lié à Ninazu, une autre divinité. Sauf qu'une fois Marduk élevé au rang de personnage principal, on lui a donné les attributs d'un peu tous les dieux du coin. Bon, pour en revenir à Tiamat, après le mythe de la création mésopotamien, elle va disparaître du paysage mythologique. Elle ne reprendra du poil de la bête qu'avec, et c'est là qu'on va reboucler sur Donjons et Dragons, Greyhawk. On va encore avoir besoin de contexte ? À la création de Donjons et Dragons, le système est relativement peu développé. Pour dire, les premiers joueurs devaient posséder un exemplaire de Chainmail pour avoir les règles complètes. Gary Gygax, dont on a déjà parlé dans la première vidéo, rajoutera alors son propre univers de campagne, Greyhawk, qui deviendra ainsi le premier univers officiel de Donjons et Dragons. Et dans cet univers, il y a Tiamat. Et c'est dans cet univers qu'elle deviendra un dragon, probablement inspiré de Lotan, l'une des versions antérieures du Léviathan. Et Takhisis sera son pendant dans Dragonlance. Bien, et maintenant qu'on sait comment on est passé de ça à ça, ben on n'a pas encore fini. Parce que pour le moment, c'est toujours juste un dragon. Il faudra attendre avant Dungeons and Dragons pour voir le personnage devenir un peu plus important. Notamment avec le magazine Dragon numéro 35, où Len Lakovka en fera l'émissaire des dieux, aux côtés de Bahamut. On va aussi en parler de Bahamut. Len Lakovka, c'est un autre joueur de Wargame, notamment de diplomatie, où il participera à l'une des parties les plus célèbres. Par la suite, il deviendra l'un des testeurs de Donjons et Dragons, notamment avec son personnage de Leomund, nom qui est toujours présent dans Donjons et Dragons, notamment via certains sorts. Et quand on lui présente la version avancée, il va étoffer l'univers grâce à son magazine Dragon, dont il signe la majeure partie des articles. A noter que les articles sont aussi signés Gygax, mais ça c'est surtout pour une question de droit d'auteur. Et c'est dans le 75e numéro de ce magazine, en 1983, que Tiamat deviendra officiellement une divinité, confirmée par le Manual of the Planes, sorti 4 ans plus tard. Et donc, maintenant qu'on a une Tiamat plus ou moins cohérente, c'est qui Tiamat? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la bestiole, elle est pas toute seule, elle fait partie d'un panthéon de 14 dragons. Et on va pas parler de tous. Pas tant que ce serait long d'en parler, mais au contraire, certains sont juste cités, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Tout en haut du Panthéon, nous avons Asgoras, qui en plus d'être un dragon, est défini comme étant nul autre que le créateur du monde.
Et quand je dis créateur, selon certains écrits, c'est même une créatrice. Ils se sont jamais mis d'accord là-dessus. Pareil, ils ne se sont jamais mis d'accord sur ce qui était la créature avant de devenir un dragon divin. Pour certains, c'était un serpent monde, et pour d'autres, c'était un être primordial. Faut dire que ce serait plus simple s'il se montrait physiquement. Au moins, on serait fixé. Tu veux dire qu'on connaîtrait son origine? Non, mais on serait fixé. Parce que le machin, personne l'a jamais réellement vu. Alors, il est bien apparu une fois lors de la création du monde. Mais du coup, les autres créatures y étaient pas. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait personne. Au final, tout ce qu'on a, c'est des estimations. Des estimations qui font dire qu'une seule de ces écailles fait la taille d'un dragon. Toujours selon les légendes, Asgorath serait originaire d'un lieu appelé le Premier Vide, où il versera son sang pour donner naissance à toute la création. Il donna donc vie au monde et aux étoiles, puis les dragons, et enfin, tout le reste. Ouais, il n'avait pas la semaine, et parmi toutes ces créatures, on trouve Zota. Zota, c'est l'une des premières divinités qui ressemblait à une vraie mantaille, et elle a d'ailleurs créé le soleil, avant de se faire virer du ciel par Asgoras et de disparaître des mythes. Il y en a même qui disent qu'elle s'est faite bouffer. Retenez bien cette dernière phrase parce qu'on va y revenir. Au niveau de ses pouvoirs et capacités, Asgoras connaîtrait tous les sorts, il aurait un exemplaire de chaque objet magique qui ait jamais existé, et il serait capable de prédire l'avenir. Au-delà de tout ça, il n'y a pas beaucoup d'autres croyances sur le personnage, parce que tout ce qu'on a dit est à prendre avec des pincettes. Je rappelle, Asgoras, personne ne l'a jamais vu. Et la dernière chose qu'on pourrait dire sur la créature, c'est qu'elle est techniquement neutre, même si en réalité, elle se tartine le fion du concept d'alignement. Faudrait peut-être qu'on parle du concept d'alignement, non? Faudrait, mais c'est quand même un gros morceau, donc on n'a pas forcément le temps. Dans l'univers de Donjons et Dragons, les personnages ont ce qu'on appelle un alignement. L'idée, comme on l'a dit, vient du roman de Poul Anderson, 3 cœurs et 3 lions, où un ingénieur danois durant la Seconde Guerre mondiale va se retrouver projeté dans un monde où les mythes nord-européens sont bien réels, ce qui en fait techniquement un isekai. Et dans ce monde, deux groupes s'affrontent, les troupes du chaos et celles de la loi. Gygax va donc repomper le concept en faisant 3 alignements, loyal, chaotique et neutre. Notons que c'est pas la seule chose qui va piquer. Le concept de paladin, ça vient aussi du bouquin. Et à ce moment, loyal correspond aux gens qui vont suivre les règles. À la base, l'alignement s'appelle law, loi en anglais, alors que chaotique correspond à la croyance de l'aléatoire, ce qui est paradoxal pour un jeu de rôle. Ce qui veut dire qu'Einstein était loyal et mort chaotique. De quoi? Non, rien, enchaîne. Ce n'est finalement que 2 ans plus tard qu'il va se dire qu'un seul axe c'est assez limité. Il va donc en rajouter un deuxième, celui du bien et du mal. Le bien correspondant aux altruistes et l'autre aux égoïstes. Et là, vous vous dites que toute personne qui parle des alignements, c'est rarement comme ça qu'il les définit. Oui, parce que la foutue 3e édition. En faisant évoluer le concept, la loi représente la loyauté, l'obéissance à l'autorité et la fiabilité, alors que le chaos c'est la liberté, l'adaptabilité et la flexibilité. Sur l'autre axe, le bien signifie altruisme et respect de la vie, et le mal, le fait de nuire, d'opprimer et de tuer autrui. Notons que bon est une notion très variable. Vous pourriez tuer une tribu d'orgues, ce sera toujours considéré comme étant bon. Et au milieu de tout ça, il y a toujours les neutres qui s'en tartinent le fion. Ce qui fait qu'au final, on a 9 alignements de loyal bon à chaotique mauvais dans lequel tous les personnages de fiction finiront par rentrer. Sauf qu'en fait, c'est pas aussi simple. Parce que la 4e édition décidera de faire table rase de la 3e en limitant les alignements à 5. Loyal bon, bien, mal, chaotique mauvais et non aligné. Soit la disparition de chaotique bon, loyal mauvais et les neutres loyaux et chaotiques. Et finalement, la 5e et dernière édition reviendra à l'alignement en 9 cases, parce que c'était quand même une belle idée de con, en rajoutant malgré tout le non-aligné, correspondant aux créatures qui agissent plus par instinct. Et si vous voulez plus d'informations sur les alignements, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube. Donc maintenant, Asgoras, il est où? Bah, aucune des cases. Tu veux dire que je me suis tapé toute l'explication pour rien? Ouais, en tant que divinité créatrice, elle est à la fois tous les alignements et aucun. D'ailleurs, elle a les attributs des 2 autres divinités dont on va parler, Tiamat et Bahamut. Pour parler de Tiamat, on va devoir revenir sur le mythe d'Asgoras qui bouffe Zota. Il faut savoir que durant le combat, des gouttes de sang du dragon vont tomber sur le sol, donnant naissance aux dragons rouges, les plus anciens des dragons. Ce qui laisse à penser que dans la légende, ce n'est pas Asgoras, mais Tiamat, la mère de tous les dragons chromatiques. Et c'est bien là le souci avec le personnage, déjà rien que pour sa naissance, les sources divergent. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose. Même sa nature divine est remise en question. Selon certaines légendes, elle viendrait du chaos primordial, selon d'autres du plan matériel, donc ne serait pas comme les autres divinités. Donc on va laisser tout ça de côté pour s'intéresser à... C'est qui Tiamat? Physiquement, Tiamat est un dragon chromatique avec une caractéristique unique, à savoir qu'elle a 5 têtes de couleurs différentes. Le plus souvent, c'est noir, bleu, vert, rouge, blanc, mais certaines versions mentionnent que c'est juste
Une combinaison de 5 couleurs, peu importe lesquelles. Chacune des têtes possède les pouvoirs de la race identique et pouvait agir de manière indépendante. Ce qui pourrait donner des situations cocasses. Retire l'épée du fourreau, je veux lui trancher la Oh, tête. tranche donc ta propre tête et rends-nous donc tous service. Et en plus des pouvoirs, chaque tête possède le comportement de merde des races correspondantes. Elle est donc arrogante, avide, haineuse, rancunière et vaniteuse, soit l'être le plus charmant du monde. Bon, après, elle pouvait se montrer charmante, mais c'était le plus souvent dans un but égoïste, et de toute façon, elle finissait par vous trahir. Cependant, elle goûtera durant un temps à la mortalité, ce qui la poussera à devenir, non pas plus humble, mais un peu moins téméraire, et surtout paranoïaque. Et dernier point par rapport à son avidité, là où les autres dragons vont chercher leur butin, elle préfère que ce soit ses fidèles qui le lui ramènent. Ouais, on n'en a pas parlé dans la précédente vidéo, mais les dragons peuvent avoir des fidèles qui les vénèrent. Parmi les fidèles, il y avait principalement des dragons chromatiques qui reconnaissaient en la divinité une mère créatrice. Mais pas seulement. Les kobolds aussi la considèrent comme responsable de leur création. Alors qu'en vrai, c'est Asgoras. Tout ceci a amené à la création de l'église de Tiamat, où les adorateurs, comme on l'a dit, se contentent d'accumuler les richesses. Et aussi saboter la foi des autres. Ça mange pas de pain. Et donc, pour arriver à leur but, tout était permis. Que ce soit des vols, des assassinats, des actes de vandalisme ou des incendies criminels. Le culte de Tiamat, ce sont pas des gentils. Mais justement, ces adorateurs, comment est-ce qu'ils s'organisaient? L'église fonctionnait sur un système de rang très strict, allant du gardien du calice de cuivre au souffle du ravageur rouge. Et non, je vais pas tous les citer. Mais c'est marrant quand même, les rangs les plus faibles, ils font tous référence aux métaux. On sent la crotte de nez aux dragons loyaux. Après, l'ordre a été simplifié, passant de 10 rangs à 5, on a viré tous les métalliques, parce que ça faisait quand même pas beaucoup de sens, et on a gardé que les chromatiques. Du plus faible au plus puissant, les adeptes blancs, noirs, verts, bleus, rouges. Les rouges pouvant devenir les grands prêtres d'un temple. Tous les soirs, les adorateurs participaient à la dîme, un rituel visant à faire lever le soleil le lendemain. Et je pense que pour le coup, elle s'est un peu foutue de leur gueule. Pourquoi tu dis ça? Déjà parce que le soleil se lève, quoi qu'il arrive, mais en plus, faut voir la gueule du rituel. Lors de la prière, le haut prêtre prenait plusieurs pièces de monnaie dans ses mains, puis allait les enterrer. L'histoire ne dit pas si elle venait pas récupérer le pognon à la fin. Et c'est pas le pire, il y a aussi le rituel du respect, qui servait à apaiser un dragon chromatique lorsque celui-ci voulait raser un village. Et ça protégeait le village? Ça protégeait que Pouic, et vu qu'après il restait juste un tas de cendres, on se contentait de dire que le rituel avait mal fonctionné, et que c'était passible de la peine de mort. À ce stade, je suis sûr qu'elle les troll. Pour en revenir à notre légende, parmi tous les dragons chromatiques, il y eut un dragon métallique. Un dragon de platine qu'on a appelé le renégat, Bamat dans la langue du coin, et qui, au fil des siècles, est devenu Bahamut. Alors, petite parenthèse sur Bahamut, parce qu'il fait aussi partie de notre folklore, et même si les noms se ressemblent, il a rien à voir avec le Behemoth. Au pire, ils ont très probablement la même racine. Le Behemoth, c'est une créature du chaos dans le livre de Job, au même titre que le Léviathan dont on avait déjà parlé il y a quelques vidéos. Sa forme peut varier selon la source, mais principalement c'est un hippopotame, un éléphant ou un buffle d'eau. Bahamut de son côté, il nous vient des mythes arabes, et c'est pas la même mayonnaise. Ainsi, selon Zakaria Al-Qazwini, on fait ce qu'on peut avec la prononciation, la terre est supportée par un ange, qui n'est pas Bahamut. Il a même pas de nom d'ailleurs. Cet ange est posé sur une pierre qui est elle-même posée sur le dos d'un taureau, qui n'est toujours pas Bahamut, mais lui il porte plusieurs noms, notamment celui de Kiutan, qui est un dérivé de Léviathan. Et ce taureau est sur le dos d'un poisson, ou d'une baleine, les traducteurs se sont jamais mis d'accord. Et là, c'est Bahamut. Comme quoi l'idée d'un monde plat sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes sur le dos d'une tortue, c'est pas si déconnant. Oui, c'est ça. On remarque aussi que comme toujours, quand on récupère les noms d'une autre mythologie, la capacité à tout mélanger est exceptionnelle. Ils ont donné le nom du serpent de mer au taureau, et celui du taureau au poisson. C'est même pas son vrai nom. On trouve dans les sources les plus anciennes celui de Balhout, mais aussi, et c'est le plus loin que j'ai pu remonter, Lutia, Balhout et Bahamut devenant simplement des surnoms. Et donc Bahamut chez Donjons et Dragons, ça donne quoi? Eh bien, comme pour Tiamat, il est né dans Greyhawk, où il s'appelait juste le roi des dragons. Ah bon? Il a pas de prénom? Non, il a même pas encore sa couleur platine. Il faudra encore attendre la version Advance 2 ans plus tard pour qu'il gagne son nom et sa couleur métallique. Mais à ce moment, il est toujours un simple dragon. Ce n'est qu'en 1980 qu'il deviendra une divinité mineure, puis finalement rattaché au dragon métallique, pour enfin avoir la place qu'on lui connaît lors de la seconde édition. Ce qui fait que durant des années, une question s'est posée au sein de Donjons et Dragons, à savoir s'il était une divinité ou pas.
Un compromis a été trouvé par certains sages en faisant un dieu certes, mais du plan matériel, contrairement aux autres dieux venant des plans extérieurs. Alors les plans extérieurs, on va pas s'attarder dessus, déjà parce qu'il y en a beaucoup, et la vidéo est assez longue comme ça. Dites-vous juste qu'il y a plusieurs plans et que les dieux viennent majoritairement des plans extérieurs. Et au même titre que son origine divine, ses parents sont également sujets à controverse. Le plus souvent, c'est le fils d'Asgoras, donc frère de Tiamat, mais c'est parfois le fils de Lendis et Tamara, d'autres divinités draconiques. Après, rien d'étonnant, c'est un arbre généalogique divin, c'est rarement cohérent. Quoi qu'il en soit, on a maintenant un dragon du bien, reconnu comme étant le plus compatissant des dragons, aimant et défendant les opprimés ou les démunis. Après, comme toute personne compatissante de fiction, il avait ses limites. La compassion, ça ne va pas au-delà des êtres maléfiques. Vous faites le mal, même le plus petit possible, et pour lui ce sera inadmissible. Bon, il se contentera le plus souvent de vous transformer plutôt que de vous tuer, mais ça c'est parce qu'il aime pas spécialement se battre. Et il les transforme en quoi? Alors là tu vas rire. Alors j'en doute, mais enchaîne. Eh ben, notre dragon il possède deux souffles. Le premier qui est un cône de froid, et l'autre qui te transforme en forme gazeuse. Donc je confirme, ça me fait pas rire. Et je vois pas la différence entre ça et tuer. Au moins, comme ça, il n'est pas souillé par le sang de ses victimes. Si ça peut te rassurer, il pouvait aussi désintégrer les gens sur place avec son rugissement. Ah ouais, donc compatissant, mais meurtrier quand même. À part ça, le plus clair de son temps, Bahamut se promenait sur le plan matériel, à prodiguer ses bons conseils à qui voulait les entendre, et surtout à qui en avait besoin. Bahamut, ce n'est pas le genre de dragon qui vient vous prêter un coup de main, mais plus vite un coup de pouce pour vous mettre dans la bonne direction. Le tout en étant accompagné par ses 7 canaris chargés de sa protection. En vrai, ce sont pas des canaris, mais des dragons d'or métamorphosés pour passer inaperçus. D'ailleurs, on les appelle les 7 Wyrms d'or, ce qui est un nom complètement con parce qu'ils ont 4 pattes et des ailes. C'est donc des dragons, pas des Wyrms. Et quand il ne vaquait pas dans le monde, il se rendait dans son château sur le plan de Celestia, où les paladins et les prêtres se rendaient dans l'espoir de recevoir sa bénédiction. Parce que notre dragon, comme Tiamat, avait son clergé. L'éclair de Bahamut avait 3 fonctions. Répandre la volonté de Bahamut, servir de modèle aux autres dragons vertueux, et récupérer les sacrifices. Tu sais, ça commence à faire beaucoup de morts pour un dragon qui n'aime pas tuer. En fait, le sacrifice, il est surtout numismatique. Rappelons que dans les royaumes oubliés, plus qu'ailleurs, dragon rime avec pognon. Alors ok, mais ça rime dans n'importe quel univers en fait. Et le sacrifice, il était double. Les clercs venaient, prenaient une partie du trésor, ils gardaient une portion pour eux et le reste pour le dragon, et une fois par an, ils devaient donner une partie de leur trésor à Bahamut. Très capitaliste quand même, le dragon. Et encore, si tu commettais une faute, c'était aussi une partie du trésor en compensation. Mais en plus de son clergé, Bahamut possède 2 ordres qui sont composés de paladins et de prêtres, les serfs de la justice et le cadre de platine. La relation entre Bahamut et Tiamat, elle n'est pas toujours au bon fixe. La première veut foutre le bordel et l'autre veut l'en empêcher. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont jamais alliés, notamment lors de la création du premier monde qui a donné naissance aux dragons chromatiques et métalliques. Encore une fois, chacun y va de son origine, c'est normal que parfois ça vous semble incohérent. Malheureusement, ce premier monde se fera envahir par les dieux des plans extérieurs, forçant les 2 dragons à s'associer pour les contrer. Ce qui en résultera par l'emprisonnement de Tiamat et la fuite de Bahamut. On applaudira la lâcheté du dragon. Tiamat va donc se retrouver bloqué dans les 9 enfers, soit par punition, soit de son plein gré selon la légende, ne pouvant le quitter qu'avec un rituel d'invocation puissant. Et après une ellipse temporelle qui a duré... on ne sait pas, les deux se sont mis à se détester. Bon, en vrai, c'est surtout les disciples de l'un et de l'autre qui se foutent sur la tronche. Mais on est quand même passé d'alliés, Bahamut est triste de la capture de Tiamat, à déclenchons une guerre draconique. Putain, ça a été à une vitesse. Ce qui engendrera un conflit entre la sœur et le frère qui, entre-temps, s'est fait appeler Marduk, parce que ça fait référence mythologique. Et surtout, quitte à faire la référence mythologique, pourquoi ne pas l'avoir appelé Marduk dès le départ? Et tous ces événements amèneront les 2 dragons à avoir leur titre, celui de roi des dragons métalliques et reine des dragons chromatiques. C'est quand même bien fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grimsqueaker, pour vous servir.